La Bretagne, ce plat pays où les vagues jaillissent plus haut que les maisons. La Bellodierne déserte, avec quelques cabanes de torchis. Douarnenez, le soir du pardon, avec cette kermesse, ses tentes qui claquent dans le vent et ses pochards dans les fossés de toutes les routes. Terre arable du songe, vieux pays de légendes et de mythes tombés en jachère. Producteur de poètes et de marins, de défricheurs d'espace et de conquérants inassouvis. Pour lui, exister, c'est combattre ce qui nous nie. Être insoumis signifie être à soi-même sa propre norme par fidélité à une norme supérieure. S'en tenir à soi devant le néant, veiller à ne jamais guérir de sa jeunesse. Préférer mettre le monde à dos plutôt que de se mettre à plat ventre. Paladin des causes perdues, champion des peuples sacrifiés, dernier chouan et ultime zouave de la République. C'est un disciple de Pan, rayonnant d'audace, de force et de joie, venu du fond des âges, au milieu des cymbales et des tigres déchaînés. C'est un guerrier du rêve, coupeur de bourses, fouilleur d'extase, voleur de chevaux, chevaucheur des chimères, avec toujours et en permanence cette envie d'être ailleurs, implacable, tenace comme une lésion, les atlas toujours grands ouverts, et avoir toujours à l'esprit qu'il y a une extrémité pire que de se tromper de chemin, c'est de rester immobile. Le romantisme révolutionnaire est l'exutoire le plus grisant. Qu'importe l'infidèle, pourvu qu'on ait l'ivresse d'une croisade, le rêve d'étreindre l'histoire avec une majuscule. Yvan Le Bolloc, bonsoir. Merci, bonsoir. Vous avez trempé votre plume dans l'excellence, j'en suis ravi. Merci, tant que c'est pas dans l'extasie. Ouais. Alors, vous avez été prof, on oublie de le dire, parce qu'on... Ouais, professeur des écoles. Et vos élèves vous aimaient tellement, quand vous perdiez votre mobilette, ils vous la retrouvaient. Absolument. Quand je suis rentré à l'école normale, j'avais... c'était... Supérieur ? Non, l'école normale de Saint-Germain-en-Laye, dans le 78. En CM2, quand je bossais avec des mômes qui étaient en CM2, j'avais peut-être 5-6 ans, 5 ans ou 7 ans de plus que celui qui avait bien redoublé. Mais ensuite, vous avez voulu être ambassadeur, car ça serait avec des super gonzesses, au Honduras avec des beaux costumes. Oui, alors non, j'ai fait une école d'attaché de presse comme beaucoup, enfin comme beaucoup dans les bons quartiers. Comme beaucoup de branleurs, vous voulez dire. Voilà, comme beaucoup de branleurs, parce qu'effectivement, je me disais, ça doit être chouette comme boulot, attaché de presse. Tu te retrouves au bord d'une piscine avec un blazer croisé. Voilà, une petite pochette un peu excentrique, et puis tu passes ton temps à manger. Vous vous moquez de quelqu'un qui est en plateau en ce moment ? Pas du tout. Et je le prends. Et je me suis dit, ça doit être rigolo, ça. Voilà, ça me va bien. Donc j'ai aussi fait ça. J'ai aussi, Et ensuite, vous avez été sur Radio Top Tonic, sport et musique. Oui, exact. Est-ce que c'était encore plus pourri qu'ici ? Ah, oui. C'est-à-dire que oui, vous avez quand même un très beau On a une belle poutre. Ah oui, là, ça, c'est la poutre de Bamako. Hein. Elle est magnifique. Plus belle que la vôtre. Splendide. C'est splendide. La seule poutre qui veut rivaliser avec la vôtre. Alors, il y a une histoire sublime. Les Gypsy Kings passaient à la radio. À Europe 1. Comment ? À Europe 1. Oui, bon, c'est à la radio. Oui. Non, mais merci de me dire. Mais... Et alors, ce qui est très beau, c'est que vous rencontrez votre femme sur Gypsy King, vous prenez une Volvo, et un jour en Volvo, elle jette sa plaquette de pilule par la fenêtre. C'est tout à fait juste. J'avais une histoire... Et vous avez fait un enfant qui s'appelle Jordi. Oui, j'en ai fait plusieurs, mais... C'est un hommage au chanteur ? Pas du tout, non. Non, c'est parce que j'ai travaillé avec des Catalans et que Georges en catalan c'est Jordi, voilà. Et donc c'est pour ça que j'aimais bien ce prénom. Et parce que sinon, franchement, si j'avais voulu rendre hommage à un chanteur, j'aurais choisi Elvis tant qu'à faire, parce que Jordi c'est quand même pas non plus une super référence. J'avais une belle histoire, vous voulez que je vous la raconte ? Mais je vous en prie. Ah, merci. C'est un peu votre émission. Mais le principe, c'est d'avoir des invités, mais on l'oublie souvent, ça. Non, mais j'avais une belle histoire à propos de c'est un peu votre histoire. C'est l'histoire de mon oncle. Et vous reconnaissez un peu en lui. Vous allez me dire si ça vous parle. C'est le fils naturel du roi d'Italie. Et à la débâcle de 45, il était italien. Débâcle de 45, Mussolini, l'Italie est en ruine. Il part avec son chien et sa guitare sur les petites routes d'Italie.
Et il part comme ça, il marche, il prend des voitures, il prend des autostops et tout. Et il arrive dans un petit village qui s'appelle Positano. Et là, dans ce petit village, il se met à chanter, à faire de l'animation. C'était un petit village de pêcheurs de merde. Personne n'allait à Positano. Et d'un coup, il appelle quelques potes à lui. Il y avait Fellini, qui était inconnu, Pasolini, qui était inconnu, Moravia, qui était inconnu, Dino Risi, qui était inconnu. Et tous ces gens-là commencent à se faire de la musique comme ça, autour de ce mec, une sorte de clodo avec son chien dans un petit village de pêcheurs. Et tous ces gens-là commencent à faire là. Et grâce à lui, 50 ans plus tard, Positano est devenu le village le plus chic au monde. C'est beau, hein? C'est un peu l'histoire de votre vie. Je ne sais pas si j'ai embelli la Bretagne à ce point-là, mais... Vous êtes d'où en Bretagne? De Brest. Ah oui, vous êtes du Finistère. Oui, c'est ça, la fin de la Terre, ouais. Vous avez été vendeur de brosses à reluire, vendeur de grillage au mètre, et alors ça c'est magnifique, caddie au golfe de Garches. Ouais. Et c'est là que vous avez découvert le marxisme, tendance Groucho. Et c'était un peu une espèce de petit marché aux esclaves, pas très loin d'ici, hein, que ce soit Vaucresson, Garches, où tu es dans une vague cabane. Et attends, je finis. Tu es dans une vague cabane, et puis il y a le chef des caddies qui vient te voir et qui choisit, qui dit « Toi, tu pars pour un 18 ou pour un 9 trous ». Donc là, j'ai vu effectivement cette dame L'étendard de la liberté. chercher des balles dans l'étang. Voilà, et donc vous avez dû plonger. Et c'est là que j'ai appris la lutte des classes. Oui, Voilà. oui. Et voilà. parce que c'est-à-dire que tu vois, il y a ceux qui traînent le caddie. Et puis il y a ceux qui, d'une manière alerte, marchent devant et font semblant, prennent des bouches pour te parler de la pluie et du beau temps. Voilà. Les traînent le caddie. Bref. Alors, alors là, on va parler comment votre carrière commence. Vous faites un voyage de presse. Vous vous instituez en tant que photographe. Oui. Alors, je veux dire que je m'incruste dans un voyage de presse après avoir rencontré dans une boîte de nuit, sur une épreuve de cyclotourisme, un mec très sympathique qui connaissait Gérard Rolls, ou en tout cas la femme de Gérard Rolls, Framboise Holz, qui à l'époque devait être attachée de presse, et qui me dit, toi, elle me dit ça fin bourré vers 3-4 heures du matin dans une boîte de nuit, ouais, toi, t'es sympa, est-ce que t'as envie de faire du raft? Et non, c'était pas du raft, c'était du raft avec Gérard Rolls voilà. et Amanda Lear. Voilà. Et là, j'ai dit, si on peut mettre Amanda Lear et Gérard Rolls dans le même bateau, et que moi, je peux bagnoder à droite à gauche et faire des rencontres, pourquoi pas. Et donc, c'est comme ça que je me suis retrouvé. À l'époque, j'étais photographe, et donc, je me suis retrouvé sur le quai de la gare de Lyon avec mon appareil photo, invité à partir à la station des Arcs, dans la station des Arcs, pour faire du raft avec le showbiz de l'époque, c'est-à-dire PPDA. Tous les gens qui sont en garde à vue pour viol en ce moment. Roger Isabelle, des acteurs, des actrices, Gérard Jugnot, enfin, tu vois, voilà. Mais il faut bien que tu comprennes que, un peu à l'image de tes chaussures, j'avais encore, moi, la glaise de ma campagne, tu vois, sous mes semelles. J'ai des chaussettes roses, je vois pas pourquoi on m'insulte. Sur le quai de la gare. C'est presque de l'homophobie. Sur le quai de la gare, et me voilà donc propulsé, amené à prendre le grand train du show business. Voilà. Mon ami Hervé Villard m'a dit qu'il avait vu la bite d'Amanda Lear dans du formol. Est-ce que vous l'avez vu? Est-ce que vous l'avez vu aussi? Pardon, question suivante. Ok. Et là, vous accostez en boîte un mec qui a l'air sympa, drôle, marrant, et vous lui parlez. C'était Jean-Luc Delarue. Exact. Et on vous met dans des chambres concomitantes dans la station des Arcs. Absolument. Ouais. Et là, comment ça se passe avec Delarue? Ça se passe bien parce que moi j'ai une petite boulette et lui il a perdu la sienne. Et donc on commence comme ça en fumant de la drogue. Il était encore à la boulette? Et ouais, il était à la boulette, ouais, absolument. Alors il faut dire que vous défendez le cannabis. Oui, mais tu veux pas que je te raconte juste l'histoire avec Delarue avant que je te parle de la défense du cannabis ou... Si. Parce que là, on prend des super raccourcis, mais... Non, mais on donc, va Jean-Luc, je sors sur le balcon. D'abord, dans ma chambre, il y a un peignoir, une boîte dans laquelle il y a une montre de luxe, de l'eau de toilette, une paire de chaussettes,
tout ça emballé. Je vois tout ça sur mon lit. Donc j'appelle la réception et je dis, j'ai dû me tromper de chambre parce qu'il y a des affaires qui ne sont pas à moi, là, qui sont posées sur le lit. Je te l'ai dit, hein, j'arrivais vraiment de ma campagne et je ne savais pas quels étaient les usages. Et donc là, on me dit, non, mais c'est pour vous. Et donc j'ai dit, mais c'est génial le show business. Et là, je venais de rentrer là, je venais de rentrer dans le show business. Je ne savais pas que j'allais encore travailler avec, Jean-Luc Delarue, etc. Mais voilà, ça a commencé comme ça. Tu vois, ça commence comme ça. C'est-à-dire qu'on t'offre des choses qui ne sont pas à toi. Tu n'as rien fait pour mériter ça. Si ce n'est d'avoir la chance d'être, d'avoir été invité. Et c'est comme ça que ça a démarré. Et pourquoi vous défendez le cannabis? Vous connaissez la chanson de la Marie-Jeanne de Jodassin, où on a retrouvé la paille. Alors, c'est pas celle-là que je préfère chez Jodassin, mais pourquoi je défends le cannabis? Je défends le cannabis parce que, c'est la logique même. Si tu veux faire tomber le trafic, tu légalises. Et puis tu n'auras plus des poursuites dans les cités et voilà, et des mômes qui gagnent 150 par jour en sifflant parce qu'ils voient les... Et en plus, c'est génial, il paraît que ça rend schizophrène, c'est génial d'avoir deux personnalités, on peut être double. Pardon? Il paraît que ça rend schizophrène, mais c'est génial d'avoir deux personnalités. Et moi, je vois, par exemple, tu vois, on légalise bien l'alcool. Non, ici. Et donc je ne vois pas pourquoi on légaliserait pas le cannabis. Le cannabis, tu vois. Et tu vois bien que, enfin, vous voyez bien, pardon, que des grands poètes, ils ont souvent bénéficié d'une inspiration due au cannabis. Et puis le cannabis, ça fait rire, ça détend, ça donne envie de s'embrasser. Et la moitié de Caméra Café a été écrite Moi, j'ai un ami. Sous cannabis, voilà. J'ai un ami célèbre animateur télévision dont je ne dirai pas le nom. Je lui ai proposé du poppers, vous savez, ce truc pour il fait mal à la tête, détendre l'anus. Et il m'avait dit, désolé, je ne prends que de la drogue dure. Mais le poppers, ça fait mal à la tête. Non, c'est fait pour détendre l'anus. Ouais, je sais. On chante avec son anus, d'ailleurs. M'a expliqué hier André Manoukian. C'est très probable. J'en connais. Non, mais on chante avec le périnée oriental. Ouais. Question suivante. Alors, oui, vous attaquez d'ailleurs Lagaffe. Pardon? Vous attaquez Vincent Lagaffe. Je quoi? Qu'est-ce qu'il vient foutre Vincent Lagaffe là-dedans? Parce qu'il avait fait un truc qui s'appelait Mokhtar, voleur de mobylettes, en tête du top 50. Ouais. Et vous avez trouvé ça détestable. Oui, j'ai trouvé ça détestable parce que... Oh, écoute, je vais pas t'expliquer... Enfin, la haine de l'autre, le racisme, c'est un sentiment que je ne connais pas, qui m'est étranger, si je puis dire. Et que... Une belle phrase. Mais je comprends pas. Enfin, moi j'ai grandi avec des Abdel, avec Mokhtar, avec Carlos, avec. Le terroriste. Mais tu crois pas si bien dire. Mais tu ne crois pas si bien dire. Figure-toi. Il est déjà venu ici. Figure-toi que Carlos a dormi chez mes parents. Dans un petit appartement du 7-8. C'est-à-dire qu'à l'époque... Bon, alors là, je fais une parenthèse, mais mon père a travaillé, était chef de fabrication. Chef de fabrication, c'est les mecs qui fabriquent les journaux. Dans les imprimeries. C'est-à-dire c'est les mecs qui disent voilà la mise en place, la maquette, etc. Papa, les articles, nombre de signes, patati patalaire. Il travaillait, entre autres, il a travaillé à l'Aurore, et pourtant il était communiste. Journal de droite. Journal de droite, et qui était fréquenté aussi à l'époque par des proches. Et tous les deux étaient potes. Et à cette époque-là, il y avait dans notre appartement en banlieue parisienne, un défilé permanent d'invités surprises. Et un jour, je suis parti bosser à l'école et j'ai vu Carlos ronfler dans le canapé. C'est sublime. Et moi, dans ce cas-là, je te raconte une anecdote pour te faire concurrence. Moi, Carlos, parce que ma grand-mère était chilienne et était proche de Fidel Castro,
Et donc, on pensait que Carlos habitait ici. Donc, les policiers avaient débarqué ici avec toutes leurs kalachnikovs et avaient demandé à mon grand-père de faire bouclier humain. Ça, ils avaient dit, on vous met devant, vous êtes là. Si jamais on doit tirer, on vous tirera avant dessus. Incroyable. C'est incroyable. Et finalement, il n'y avait pas Carlos, il y avait le chanteur. Donc, vous avez volé des autoradios parce que Hervé Villard... Moins fort. Hervé Villard a volé des chaînes IFI et Jean-Luc Lahaye a volé des voitures. Vous avez volé des autoradios, vous? Oui, j'ai volé des autoradios. Oui, j'ai eu une qui petite période. Je sais pas, j'ai pas eu l'élégance de demander à qui j'empruntais la chaîne IFI portable. Des jantes aussi, des pneus, Alors ensuite, vous avez fait une émission qui s'appelle Le Plein de Super, des mobylettes, qui est une émission qui a coûté le plus cher en des chaînes constat, stéréo dans les magasins, en assurance, en des carrossier. temps de 6 places au BHV. Vous avez volé des temps de 6 places au BHV? Absolument. Pourquoi? Par rapport à Quechua, Pourquoi Parce qu'on était 6. le chef indien à Quechua? Sinon, j'aurais pris une 4 places. Hein, parce que voilà, la 6, il y a quand même une La énorme- 6, l'autoroute du Soleil. La 6, l'autoroute du Soleil, je connais bien la 6, j'ai beaucoup travaillé sur la 6, mais la 6 places, elle pèse un âne mort. J'aurais préféré prendre une 4 places, voire une 2 places. Mais la 6 places, là, tu as un Vélum à très très bien imprimé, tu as 3 chambres, dont 2 indépendantes, vide-poche, coin cuisine, coin toilette. Voilà, c'est de la belle tente, quoi. Tu vois, avec un auvent à casquette pour une finition harmonisée. Moi, j'ai connu des belles tentes, Voilà. comme Hervé Villard, pardon. Voilà. Donc, non, mais pour que les choses soient bien claires, j'ai un petit passé de délinquant. Oui, bon. Est-ce que mais alors, Jean-Luc je parle- Lahaye, Jean-Luc Lahaye a fait 6 mois à Fresnes, mon copain. Non, mais non. Jean-Luc. Ouais, mais enfin, non, il n'a pas fait que ça. Il a un peu tripoté aussi des. Non, mais c'est. Oh Vous allez Pardon bientôt me dire que Gabriel Maznev est pédophile. Mais alors, toi, vous assez bien bagnoder avec un mec comme Gabriel Matzneff. À moi, pas du tout. J'ai été chef scout pendant 3 ans seulement. Bon, on enchaîne. Ouais, on enchaîne. Ouais. Vous avez fait une émission qui s'appelait Le Plein de Super, Absolument. qui a coûté le plus cher en constat, assurance et carrossier, parce qu'en fait, c'était conduit par Bruno Solo qui ne savait pas conduire. C'est vrai qu'il avait une approche du volant assez particulière dans un style. Non, il faut dire que dans les rues de Paris sinueuses, on faisait passer un Chevrolet Silverado avec des roues jumelées qui était très encombrant. Et voilà, donc c'était vraiment un bon gros 4x4. Hein, il prenait bien tout le salon, quoi. Voilà. Il avait 40 mètres carrés, ce 4x4. Non, mais écoute... Va pas mesurer mon salon. Attends. Il y avait quand même, dans ce 4x4, il y avait donc la partie studio avec toutes les caméras à l'intérieur, donc une voiture traditionnelle avec de la place pour allonger ses jambes. Et derrière, dans le coffre, tu avais le réalisateur, la script, l'ingénieur de la vision et un mec qui s'occupait. Donc ils étaient encore 5 derrière. Donc, bon, allez jusqu'ici, voilà. De là à de là. Avec les têtes de vache. Avec quoi? Avec les têtes de vache. Les têtes de vache. Tu veux Il y a dire... des têtes de vache derrière vous. Oui, c'est coquet. C'est joli, ouais. Ne me vous foutez pas de ma C'est gueule. joli. Bon, vous avez un coup de foudre avec Bruno Solo sur Télézeb chez Ardisson. Voilà. Bientôt une GPA. Vous savez que Jésus est né d'une GPA entre Dieu et Joseph et d'une mère porteuse qui était Marie. Pardon. J'aime bien, moi. Bah, rebondissez. Ah non, bah non. Ah non, voilà votre tout. coup Mais c'est une telle pièce d'orfèvrerie, il n'y a rien à rajouter. Ah non, ce qui est génial, c'est que pendant 7 ans, tous les patrons de chaîne vous refusent. Pour Caméra Café. Absolument. Je vais même vous raconter un truc un peu rigolo, enfin j'espère. À l'époque, on faisait du porte-à-porte. Voilà. Parce que quand tu as un concept d'émission télé,
tu fais du porte-à-porte. C'est-à-dire que tu veux bonjour, voilà, qu'est-ce que vous avez sous le bras? Là, tu expliques et on te dit non, c'est pas pour nous, voilà, revenez en octobre. Et puis, il y avait un truc qu'on n'avait pas fait, c'était France 2, le service public. Et le service public, donc on demande à voir Jean-Pierre Elkabbach. Et, qui était Pourquoi vous dites pas El Kabbach? Par rapport au Bach, autant de questions? Ouais, Elkabbach, bon, si tu veux. Bon, évidemment, on ne voit pas Jean-Pierre Elkabbach. Pourtant, je le croisais tous les jours à Europe 1, parce que je bossais à Europe 1. Et on nous envoie un... Je vais pas dire un stagiaire, parce que bon... on commence tous voilà, par là, mais pas loin, quoi. Et le mec nous dit, il n'est pas là, Jean-Pierre Elkabbach? Non, c'est moi qui le représente, donc suivez-moi. Et là, le mec, on le suit dans les bureaux de France Télévisions, mais on ne va pas dans les étages en haut, il y a de la lumière, il y a de la grosse moquette. On va plutôt, mais pas à la cave, mais pas loin. Et on arrive, je te jure, c'est vrai, hein, on arrive dans un espèce de bureau, on aurait dit un bureau de la Stasi. Il y avait une pauvre lampe, un pauvre fil, tu vois, avec une lampe qui pendait du plafond. Le mec s'assied, il y avait à peine 2 chaises. On s'assied devant lui, il passe derrière le bureau et il nous dit, je vous écoute. Là, le téléphone sonne, le mec décroche et il dit, non mais vous n'êtes pas au bon bureau, madame. Voilà, oui, je raccroche. Et en fait, le mec, on ne sait pas à qui on a parlé. Mais toutes les histoires du trou commencent dans une cave. On ne sait pas à qui on a parlé. On a essayé de lui vendre notre histoire et très vite avec Bruno on s'est regardé, on s'est dit mais enfin ce mec-là fera jamais rien pour nous. Et on a tourné les talons. Les Français rentrent du travail, ils ne voudront jamais voir une scène de travail en rentrant du travail. Oui, on nous dit, mais enfin, ne pensez pas que les Français quand ils rentrent du boulot, ils ont envie de se revoir au boulot à la télévision. Ils vous disent un truc génial, un plan fixe, les gens vont fuir. Ouais. Vous savez ce que ça me rappelle? Un plan fixe sur 2 mecs beurrés habillés en mouchou entre 2 vaches, ça marchera jamais. C'est ce qu'on m'a dit toute ma vie. Et ça ne marche toujours pas. Non mais regardez, on parle de plan fixe, les des chiens. C'est un plan fixe. Oui. C'est-à-dire qu'à un moment... J'ai l'impression d'une diarrhée mentale, je ne sors que de la merde. Un moment... un moment... Mais pourquoi vous êtes vulgaire comme ça? Ça sert à rien. Pas besoin. Pas besoin. Pourquoi vous faites mal comme ça? C'est dommage. Continue. Aide-moi. Enchaîne. Non, mais à l'époque, il fallait faire pas cher. Et donc, le plan fixe, ça passe par cette économie de moyens. Parce que finalement, Caméra Café, c'est quoi? C'est des costumes de mauvais goût. C'est 4 planches pour faire un décor. Une caméra, un plan fixe. Et voilà. Ah non, mais ce qui était génial, c'est comme nous. Vous animez des ateliers d'écriture pour Caméra Café. Et moi aussi, vous savez, pour mes émissions, j'anime des ateliers d'écriture. C'est une émission où les gens n'ont pas écrit leur livre et je ne lis pas par les gens qui n'ont pas lu, vous voyez. Je juge toujours les films avant de les voir de peur d'être influencé. C'est bien, c'est pratique. Le problème, c'est que souvent, les invités n'ont pas lu leur livre. Mais dites-moi, cette émission ne devait pas être diffusée nulle non, part, c'est pas possible. Non, c'est juste pour nous, d'accord. Okay. C'est juste pour votre collection personnelle. Bien sûr. Voilà. Ma collection de films porno. Non, mais vous aviez donc une équipe d'auteurs. Vous avez commencé à avoir une équipe d'auteurs. Oui, il y avait... C'est-à-dire qu'au début, la commande de la chaîne était 3 minutes 30 en quotidien. Et quelques jours après, ils sont passés à 7 minutes 30, ils ont doublé. Et donc là, on n'était que Bruno, moi, mon frère, Frédéric Le Bolloc, Alain Capoff, Alexandre Pell, on était 5. Et là, on s'est dit, ça, c'est pas possible, on n'aura jamais assez d'encre dans nos stylos pour écrire autant. Et donc là, on a commencé à faire des appels dans les cinémas. Enfin, on passait des annonces dans les journaux en disant, vous voulez écrire pour la télé, ce sera très très bien payé. Pour une fois, et puis pour une fois, vous pourrez aussi dire à peu près ce que vous voulez. Et donc, on faisait des masterclass comme ça, on remplissait des cinémas, on déroulait la Bible, on disait voilà ce qu'on veut, vous avez des éléments, maintenant, allez-y, écrivez, quoi. Et on a comme ça formé, c'est un peu prétentieux, mais on Déformé.
On Vous a... avez déroulé la bulbe. On a embauché, on a fait bosser, à un moment, il y avait entre 25 et 30 auteurs sur Caméra Café. Non, mais ce qui est génial, c'est que chez Au Boulot, c'est universel. Là, je te dis, je te donne pratiquement un marqueur dans l'histoire de la fiction française et tu enchaînes. Non, Je trouve ça j'allais dommage. dire que vous avez été vendu dans 30 pays, dont les Israéliens, les Portugais, les Polonais. Je voulais savoir, dans certains pays, est-ce qu'il y avait une censure sur Caméra Oui. Café? Alors, quel pays? La Ça, Chine. c'est des questions. La Chine, et pourquoi? Devine. Je Au sais niveau pas. du pays? Je sais que la Chine, ça n'a pas été bien loin, en fait. Je crois que... Bah, c'est tout petit. Non, mais oui, c'est ça, c'est tout petit, mais... non, mais ils ont... Voilà. Le Maghreb, c'était pas facile non plus. Bah, c'est-à-dire que le Maghreb, il fallait enlever tout ce qui était... le personnage de Jean-Claude, en fait. Il fallait enlever tout ce qui était alcool, tout ce qui était regard un peu appuyé sur les femmes, etc., etc. Remise en cause de la hiérarchie. Maghreb! Ça ne passait pas non plus. Mais ce qui est génial, c'est que vous dites quand même de recroiser 20 ans après des gens que vous avez croisés 20 ans avant qui vous ont dit non Oui, et des enculés. c'est agréable. Ouais, ça fait du bien. C'est agréable. C'est-à-dire que il m'est arrivé effectivement de revoir des mecs qui disaient tu te souviens quand je t'avais proposé Caméra Café et puis que tu m'as ri au nez? Et ça, c'est bon, je l'ai pas fait plein de fois, mais je l'ai fait au moins une ou deux fois quand même. Alors, on vous propose le top 50 sur M6, et là, vous avez un côté syndicaliste. Vous dites, je n'accepte que si Bruno Solo accepte, parce que je ne veux pas qu'un emploi soit détruit, je veux qu'il y ait un emploi de plus. C'est tout à fait juste. Et alors, vous l'avez accepté. Ça a été bon ou pas? Ouais, mais c'était sur Canal+. Ouais. Oui, tout Vous à l'avez fait. fait? Oui, je l'ai fait, oui. Ah oui? J'ai dit ouais, mais je peux venir avec mon copain, et on m'a dit oui. Alors, En fait, c'était pour ne rien te cacher. Donc, c'était sur Canal+. À l'époque, le directeur des programmes, c'était Alain Degreffe. mort, Et miskin. coke. Et non. Oh, Oh, non, je te jure. Non, pas besoin. Non, c'était plutôt. c'est encore pire de dire pas besoin. Non, le vin italien. Valparaiso? Non, Valpolicella, non. Ouais. Et donc de Greff, la fille de Greff que je n'ai, je pense, jamais rencontrée, nous voit avec Bruno Solo chez Ardisson. Et elle parle à son père, et son père m'appelle et me dit voilà, on préparait en top 50, etc. Parce qu'il parlait comme ça un peu. Et je dis ouais, je veux bien venir, mais je viens, mais il faut me prendre avec Bruno, quoi, parce qu'à deux, on est moins cons. Et là, vous avez dû vous taper du bobo de lavabo au top 50. Ouais, mais alors on était on était assez libre. Super libre, et donc en fait on pouvait mettre les titres qu'on voulait en avant. C'est-à-dire que, bon, évidemment il y avait un classement qu'il fallait respecter quand on le donnait, mais quand on faisait le choix de diffuser des extraits ou des clips, là on avait quand même toute l'attitude pour évacuer les trucs un peu Alors j'ai des questions cons. embarrassants. Vous avez fait équipe avec un singe parlant pour résoudre une enquête policière. Est-ce que le singe a mal tourné? Parce que Flipper le dauphin, vous savez, s'est suicidé. Oui. C'est pas vrai. Non, il s'est suicidé, mais c'est énorme. Alors non, c'est oui ou non? Il s'est suicidé, tu me dis non, c'est pas vrai. Non, mais c'est vrai qu'il s'est suicidé. Ah d'accord, ok, mais il s'est suicidé comment? Les dauphins peuvent se suicider. Ouais, Il ok, d'accord, ok. Il s'est noyé. Et non, je n'ai pas une nouvelle du singe avec qui j'ai tourné. Il était sympathique? Mais il était sympathique, c'est un chimpanzé, il était mieux payé que moi, et il avait, je te jure, il avait La vanne est très bonne. une vedette, mais une vedette comme t'as pas idée. Comme le chien, le singe chien dans Tarzan. Ouais. Le singe venait des États-Unis, il a voyagé donc en classe affaires, etc. Il avait 2 dresseurs, il avait des gens qui devaient le surveiller jour et nuit. Il avait une diététicienne sur le tournage. Et bon, voilà. Mais c'était absolument troublant. C'est-à-dire que le dresseur, il briefait le singe. Mais toi, il ne te briefait pas. Et je te jure que faire monter un singe, un chimpanzé dans un scooter, dans un sidecar, ça n'a l'air de rien.
Mais non seulement le singe montait dans le sidecar, mais en plus, il mettait son casque. Et quand il était de bonne humeur, il me roulait un ouinge. Non, je déconne. Mais j'espère que vous ne défendez pas les animaux. Comment ça? Mais pourquoi je ne défendrais pas les animaux? J'en ai plein des animaux. Vous en avez plein? Toutes vos Ah bah femmes, ouais, vous moi, voulez dire j'ai 3... Ouais, celle-là, je ne l'ai pas entendue, mais il vaut mieux pas. Mais j'ai 3 chiens. Elle sera coupée au montage. Non, parce qu'on a que des invités depuis qu'on est potes avec Raphaël Mesrahi qui défend les animaux, c'est avec Brigitte Bardot. Qu'est-ce que c'est emmerdant. Ouais, non, mais... Ouais, non, non, je défends les... Non, mais pas Brigitte... Non, je peux pas faire ça avec Brigitte Bardot, pardon. Non, on est d'accord. Enfin, pas avec Brigitte Bardot, non. Mais Ouais, par on est contre, d'accord. mais par contre, ouais, faut en prendre un peu soin, quoi. Alors, vous jouez Barrage contre le Pacifique de Marguerite Duras. Absolument. Marguerite du rasoir. J'aime bien Marguerite Duras. Du rasoir. La femme sans cou. Et est-ce que... J'avais 2 questions parce qu'il y avait un critique célèbre qui avait dit « Elle a fait Hiroshima, mon amour. Elle aurait pu faire Auschwitz, mon loulou. » Hiroshima, mon amour, elle aurait pu faire... Elle a... Marguerite Yourcenar. Attends, barrage contre le Pacifique, c'est Marguerite Duras. On est sûr. Non, mais Marguerite Yourcenar avait dit Ah, Marguerite Duras a fait Hiroshima, mon amour. Elle aurait pu faire Auschwitz, mon loulou. ouais. Ouais. Bon. C'est de l'humour de lesbienne. Ouais. Celle-là non plus, tu vas pas la garder. Il est quelle heure, là? Parce que s'il est dit... Il est l'heure d'y aller là. Non, vous avez encore 13 minutes Encore 13 minutes. 13 minutes 13 minutes. 13 minutes. Vous avez le 13 droit de minutes. ne pas répondre aux questions. Ouais, bah, oui, non, mais C'est je comme vois... au garde à vue, vous avez le droit de garder le silence. Je vois quand il y a un show qui est fait, quand tu as bien travaillé ta question, que tu as mis une vanne dedans, moi je te la laisse, c'est pas de problème. Oh, quel connard. Non mais, et d'ailleurs, Marguerite Duras, vous voulez niquer Hervé Villard. Oui, alors... mais vous connaissez bien Hervé Villard? Mais c'est Ouais, c'est quoi? C'est votre oncle? C'est un ami? ma tante. C'est ton fiancé? On enchaîne. Alors, Moki, il faut qu'on parle, Ouais, parce que vous avez ouais. tourné pour Moki. J'ai beaucoup de... Non, il y a quelque chose de très touchant, juste, je fais une incise, il y a quelque chose, moi, qui me touche dans cet attelage tout à fait improbable entre Marguerite Duras et Hervé Villard. Je trouve ça, c'est-à-dire cet intellectuel, cet immense écrivain, et ce petit gars-là, sorti des faubourgs, je trouve ça très beau. Je suis très touché par ça. Je ne connais pas Hervé Villard. Ils étaient à Cabourg ensemble, et Marguerite Duras dit « J'ai un rêve dans ma vie, que tu me chantes qu'après c'est fini ». Je trouve ça très très beau, moi, cette idylle entre ce garçon qui ne venait de nulle part et Marguerite Duras. Bon, là, on en a une autre version. Bon, Moki. Parce que Moki, c'est mon idole absolue. Vous avez joué pour Moki. Ouais. Et Dans alors, le vous bénévole. dites, c'était pas payé. Non. Et en plus, il y avait une couche sur le plateau de Moki, et ça, c'était comme d'habitude. Moki, je lui dis, bon, tout le monde connaît le fameux moteur. Mais enfin, Jean-Pierre, les caméras ne sont pas sorties de la voiture. Je m'en fous, moteur. Et c'est encore mieux quand il dit « Et le mec, il est pas là. Et la nana, elle est pas là. Il pleut. Mais non, pis, on fera la scène sans elle. On la fera muette. » C'est magnifique. Tu sais quoi, je suis allé chez lui... J'avais des questions à vous poser sur lui. Bon, vas-y. Non, parce que moi, j'ai un copain, je dirais pas quel nom, qui a très bien connu Jean-Pierre Mocky, qui m'a dit qu'il a été très décevant en vrai. Je ne connais pas suffisamment pour avoir été déçu par lui. Je pense qu'il peut être fatigant. Je pense qu'à l'usure, il peut être... je te donne un exemple. Comment dirais-je on tourne un film dans le sud de la France avec Michel Serrault, toute une pléiade d'acteurs, etc. Et je vois au combo, donc le combo, c'est le petit écran de contrôle, je revois ma scène et on voit le fil du micro qui pend. Et je vais voir Jean-Pierre,
Je dis, Jean-Pierre, on ne peut pas laisser ça, enfin, ça se fait pas, quoi. Le boulanger, il laisse pas sa spatule dans la baguette, quoi. Et donc, il me dit, mais c'est trop tard. C'est trop. Et il me dit, et il me dit, je reprends, donc là tu coupes. Et donc, et il me dit, mais c'est trop tard. C'est trop tard, on a changé de plan. Et tout était comme ça. Tout était comme ça. C'est-à-dire qu'un soir, après un repas, il me prend par le bras, on sort, et là, il me sort de sa veste, de son pantalon de survêt Adidas, 3 bandes, une liasse de bifton. Mais j'en avais jamais vu autant. Il m'a pas tout donné, évidemment. Mais il m'a juste donné mon cachet. Et puis il me dit, tu feras bien attention, hein, c'est du liquide. Et je dis, ben oui, Jean-Pierre, je ferai attention. Il avait muré les murs de son appartement pour pas qu'on puisse lui prendre ses meubles. Alors, c'est pas exactement ça. C'est-à-dire qu'il avait fait des portes très étroites. Et donc, tu rentrais chez lui. C'est pas la seule chose que vous avez connue. Vous êtes hors cadre. Tu vois. Et donc, j'ai dit, mais c'est quoi ces portes? C'est quoi ces portes? Il me dit, comme ça, les huissiers ne peuvent rien me prendre. Alors, moi, j'avais un de mes meilleurs amis, très connu. Dans son appart qui était au bord... au-dessus de Monterland. J'avais un de mes Ah oui, Monterland, il a habité là-bas. Monterland s'est suicidé en dessous de chez Jean-Pierre Mocky. D'accord. J'avais un de mes meilleurs amis qui a dîné à la fin de sa vie avec Jean-Pierre Mocky. Et je lui ai dit, t'as une chance folle, tu vois. Il m'a dit, Mocky était très décevant parce qu'il ne parlait que de fric et d'homosexuels. Il pensait qu'il y avait des complots gays partout. Et il voyait des homos partout. Et il ne parlait que des complots PD. Ouais, bon. Next. Yvan Le Bolloc, ça veut dire couille en anglais, c'est vrai? Clouille? Couille en Non, anglais. parce que là, t'as dit clouille. On a dit couille. Ouais. Le bronco du Finistère. Le petit bronco du Finistère. Mais ça veut. Alors, en anglais, évidemment, c'est Nevermind the Bollocks, donc tout le monde aura compris. Mais en breton, c'est moins prestigieux. J'ai entendu dire que ça pouvait signifier résidu de balle d'avoine. Ce qui est à côté du bronco du Finistère, voilà. Alors, c'est assez insignifiant. Ce qui est incroyable, c'est que quand vous vous présentez à la maison de disques, vous dites je veux faire la musique gitane. Et gitane, pardon. On est sur les accords en E. Et là, la maison de disques vous dit attendez, il y a Kenji et Gypsy King qui sont sur le coup. Et en plus, les gitans revendent leur billet d'avion pour y aller en stop. Alors, là, tu as mélangé un peu plein de choses, des époques, Kenji, les Gypsy Kings. Oui, j'ai rajouté Kenji. Voilà. Ouais, donc tu sais quoi, on a eu de l'argent pour faire un album, on a fait un très bel album, on en a même un tout petit peu gardé pour en faire un deuxième, et puis après on en a fait un troisième, et là on va sortir le quatrième, qui s'appelle Esperanza. Bah, c'est sublime. Et vous n'avez pas dû poser en cible comme Yannick Noah? Non, dans les abribus. Non, on l'a pas fait. Mais à l'époque, il était dans la même maison de disques que nous. Mais il y a un gros problème quand on fait des tournées avec des gitans, c'est qu'à l'international, ils ne veulent pas prendre l'avion. Parce que c'est eux qui doivent conduire. Ouais, c'est marrant parce que ce peuple de voyageurs, qui sont partis du nord de l'Inde au XIe siècle, ils détestent rien de moins que prendre l'avion, prendre le train. Ils ont horreur de voyager, en fait. Je te parle de mes camarades à moi, hein, des tanges que je connais. Le voyage, ça les fait chier. Ça les emmerde parce qu'ils sont loin de chez eux, ils ne voient pas leurs femmes, ils ne voient pas leurs enfants, ils vont dormir dans des hôtels où il y a des paillots qui sont venus avant. Tu sais que les gitans pensent que nous, les paillots, nous sommes assez, comment dirais-je, qu'on n'est pas très propres. Ah oui? Ouais. Et donc, souvent, avec des musiciens gitans, ils vont dans un hôtel. La première chose qu'ils font, c'est qu'il faut que ça soit impeccable. Ah ouais? Et il faut que ça soit raide neuf. Il faut que tout soit neuf. Il faut que tout soit propre. Tu vois, ils ouvrent le lit. S'il y a un poil, ils vont pas prendre la chambre.
Et surtout, tu ne peux pas, ne t'avise pas de les faire dormir dans une chambre d'hôte. Parce que pour eux, il y a les fantômes des paillots qui sont là. Donc il faut que ça soit un Novotel, un truc très, très contemporain, et là, ça marche. Non, mais alors, ce qui est terrible avec les gitans, c'est que vous... Ne dis pas terrible les gitans en même temps. Ah, pardon, non, désolé. Non, mais en fait, vous êtes un peu le fils... Ce qui est formidable avec les gitans. gitans, Vous êtes le fils de deux saints. L'île de Saint. J'ai fait un jeu de mots formidable. L'île de Saint et Sainte-Marie de la Mer. Et en fait, il n'y a aucun rapport entre les Bretons et les Gitans. Mais vous le faites. Il y a un précédent. Il y a un prêtre breton qui s'appelle Le Corfec, je crois, qui a littéralement évangélisé le peuple gitan. C'est un Brestois, comme moi. Et donc, il a eu l'idée d'apprendre à lire la Bible aux Gitans, parce que eux, ils voulaient aller auprès du Seigneur. Ils sont très, très, très croyants. Ouais. Mais on les voyait arriver dans les églises et les gens disaient « Oula, attendons, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qui sont ces gens mais ce sont des voyageurs, enfin des bohémiens, ils savent à peine lire. » Et donc les Gitans, donc les Gitans ne pouvaient pas accéder aux prêches et à l'Esprit Saint. Parce qu'il y avait une frontière qui avait été installée entre les paillots et eux. Et donc, ce pasteur, ce curé breton, le Corfec, il a créé une association qui est très importante chez les Gitans aujourd'hui, qui s'appelle Vie et Lumière, et qui regroupe tous les chrétiens, gitans, manouches, tziganes, etc., etc. Voilà. Ça fait un point commun, si tu veux. Ah bah ouais. Et l'autre point commun, l'autre point commun, laisse-moi terminer, c'est entre les Gitans et les Bretons, ce sont deux peuples de voyageurs. Ah bah bien sûr. Et donc voilà, c'est en ça qu'on... Est-ce que vous avez fait de la musique gitane pour perdre tout l'argent que vous avez gagné avec Caméra Cachée? Deuxième question. Est-ce que les disques d'or des Gitans, c'est un peu les 4 Angéluveurs de la Barrique 404 qui vous servaient lors de la tournée? C'est drôle, hein, ce qu'on écrit. Je vous cite. Oui, oui. C'était quoi la question, pardon? Il n'y en avait pas. Non, il n'y en avait pas. Bon, alors on continue. Ouais. Il y a un truc terrible, c'est que vous ne déprimez jamais. Vous n'avez jamais pensé à votre carrière? Je ne déprime jamais. Oui, vous avez déclaré. Ça, c'est bien. Ça, c'est drôle. Ça, c'est vraiment drôle. Et vous dites que vous avez un costume de tenancier d'un dancing de Paso Noble, de dancing de Paso Noble sur la N3. Alors. Paso Noble. Paso Noble. Le Paso Noble, c'est une... Bon, un vieux costume de Mac sur la N3, quoi. Et il n'y a pas de question, là? Non. D'accord. On a abandonné la question. Votre surnom, c'est... Non, mais c'est que je sais que j'ai plus 4 minutes. Joue plus vite et moins fort. C'était votre surnom. Ouais, quand j'ai commencé la guitare, ouais. J'étais un autodidacte et je pense qu'on m'a fait une place dans des groupes au début parce que j'étais un peu connu. Et juste ça. J'étais un peu connu. Bah oui, quand j'ai commencé à faire de la télévision, etc., c'est quand tu deviens célèbre, il y a des choses auxquelles tu n'as jamais accès, et puis tout d'un coup, ça vient naturellement. C'est-à-dire, tu peux monter sur une scène, on te met une guitare dans les mains, tu peux jouer très fort et très faux, et puis les gens à côté ils disent « Oh, c'est sublime ». Il y a une phrase géniale à propos de Carla Bruni qui vous correspond très bien. Carla Bruni devrait se contenter de chanter, là au moins, on ne l'entend pas. C'est drôle. C'est drôle. Je précise que je ne chante pas, hein. Je suis... Non, vous ne chantez pas. Heureusement pour les autistes. Instrumentiste. Vous avez une passion pour vos ongles. Dès que vous cassez un ongle, c'est comme s'il y avait une guerre contre financière. l'humanité. Ouais. Pour moi, c'est la crise financière de 2008. Ouais, la crise des subprimes. Bah oui, parce que les ongles, quand on joue de la rumba flamenca, on n'a pas de médiator. Et donc ce petit geste-là, ce truc
ce compas ancestral qui se refile de famille en famille au cul du camion à la nuit tombée. Chez les Gitans, c'est probablement la seule richesse, la dernière richesse qui leur reste avec leur désir de voyage. Ça... Vous êtes en train de tripoter votre pull vert, là. Voilà. Ça, c'est ce qu'on appelle le compas. Mais je sais. Voilà. Et ce compas-là, il m'a fallu aller au moins 5 ans en jouant tous les jours de la semaine, 2-3 heures pour pouvoir le choper. Vous avez fait une battle musicale avec Bruno Solo, Ouais. qui s'appelait Ma guitare s'appelle Reviens. Et Bruno Solo, lui, ça s'appelait La Grosse Caisse. Ouais, grosse caisse, ouais. Est-ce que c'est parce qu'il y avait des droits d'auteur? La vanne est fine. Ouais. Ça, c'est fin, ça se mange enfin. C'est au moins du 2 à la machine à découper le jambon. J'ai pas de réponse, je passe à la suivante. Oh. C'est lui l'auteur. Non, le prêtre. Vous pensez que le prêtre, c'est l'auteur? Hein, Il y a une chronique confession après. c'est le moment à 9h. Ah non, à 9h, non, on n'a plus que moins 2 minutes. Moins 2 minutes. Alors, bon, je le fais à toute vitesse. Vous avez fait une soirée avec Philippe Catherine et Brigitte Fontaine à l'Olympia. J'ai écrit un SMS à Philippe Catherine récemment, il m'a répondu « Je pas intéressé ». Je pas intéressé. À quoi carbure Brigitte Fontaine? Ah, Brigitte Fontaine, elle habite dans le Finistère. Merci. Elle carbure à rien? Je la connais pas suffisamment pour dire à quoi elle carbure. Bon, le 1er mai 2007, vous avez fait le meeting de ma meilleure amie, Ségolène. Je me souviens que... C'était comment? C'était étonnant de... À cette époque, elle avait tout le PS contre elle, parce que c'était une femme. Et c'est sans doute la raison pour laquelle j'ai décidé Elle a beaucoup d'humour. de l'épauler. Enfin, de l'épauler. Paul, sur mes épaules. Et j'ai vu donc j'ai vu le pouvoir passer devant moi, cette petite bonne femme. Je me suis dit, ça se trouve, demain, elle sera présidente de la République. Je trouvais ça fascinant. Et je me souviens que son directeur de campagne, Patrick Menucci, est venu me voir, parce que c'est moi qui présentais la soirée au Stade Charletti. Et il me dit, Ivan, dehors, c'est la folie. Il y a 30 000 personnes. Il faut absolument qu'on les fasse rentrer dans le stade. Je veux que tu demandes aux gens de se décaler sur la droite. Et j'ai dit, tu veux ma mort ou quoi? La vanne est très bonne, mais Et c'était... Ségolène voilà. a beaucoup d'humour. Oui, elle a beaucoup d'humour, ouais. Contrairement à Valérie Trierweiler, qui n'en a Ouais. aucun. Oui, je la connais pas, mais Ségolène a beaucoup d'humour oui. et beaucoup de recul. Mais elle est assez... c'est une femme très sympathique. Bah ouais. Et j'aurais aimé qu'une femme soit présidente de la République. Bon. Voilà. Bon, écoutez, Yvan Le Bloc, mille merci d'être venu. Mille merci à Nicoletta de m'avoir donné le numéro d'Yvan Le Bloc. Pour lui nuire, elle a voulu niquer sa carrière. Elle l'a niqué. Salut et fraternité. On a...